Mal aux droits de l'homme, hein, cette manière de penser des droits de l'homme sur un versant qui est un versant libéral au sens obs du terme, hein, c'est-à-dire voilà, il faut que les gens soient libres, il faut il leur est attaché des libertés qui sont des libertés civiles et de pensée. Pour le reste, la main invisible du marché réglera ce genre de choses-là. Voilà. Donc juste rappeler ça, déjà les droits de l'homme, c'est plusieurs types de choses. Hein, et le fait que quand l'un n'est pas exercé, les autres ne fonctionnent pas. Hein, et quand on perd d'un côté, hein, on perd petit à petit aussi de l'autre. Alors, dans notre représentation à nous, ça a été, me semble-t-il, aussi évoqué tout à l'heure, hein, vous me suivez là? Vous voyez, c'est un peu... voilà, je le prends par cercle concentrique, comme ça. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est... les droits de l'homme, ça va avec le progrès. C'est le progressisme. Hein, c'est 89, c'est les Lumières, c'est la raison. On est à Averroès et tout ça. Ici, hein, ça va de pair avec la raison. Et le progrès, c'est quelque chose qui est inéluctable. Et c'est quelque chose, hein, il suffit d'attendre pour que ça vienne, pour que petit à petit, tout le monde soit comme nous, Européens, occidentaux, hein, c'est-à-dire qu'on va comme ça vers un chemin qui est un chemin, alors bien entendu avec des régressions et tout, mais en gros, il suffit de le vouloir pour que ça se mette en place. Et les droits de l'homme, alors d'abord, on les a toujours pensés comme universels dans ce qu'on appelle l'universalisme abstrait, qui n'ont jamais été universels dans l'universalisme concret. Les droits de l'homme, la liberté, le droit de vote, très bien, mais pas pour les femmes, pas pour les indigènes, pas pour les... Voilà. Cette volonté d'emblée d'avoir une dimension universelle. Et je pense que c'est un aspect important aussi de la question, cette volonté de donner de l'universalité au droit. C'est-à-dire une totalité posée d'emblée comme celle-là, hein, c'est quelque chose qui fait qu'on a beaucoup de mal, d'une part, à pas comprendre que c'est pas évident pour tout le monde. Et puis, ça nous met dans une position qui est une position, à un moment donné, quand on est dans un rapport qui est un rapport de domination, qui peut rendre parfaitement intolérable les droits de l'homme. C'est aussi, au nom des droits de l'homme, qu'on a imposé des éléments de culture, et pas que de culture, et des éléments économiques à des gens qui sont des gens qui vivaient très loin de notre pays à nous. La colonisation, à des moments donnés, s'est faite au nom des droits de l'homme. Il faut le rappeler, et on est une association pour lesquelles ça a été quelque chose d'extrêmement fort, cette idée-là, hein, qui est de dire, attention, les droits de l'homme, ils sont universels, hein, les hommes naissent égaux, et puis, mais pas pour tout le monde, disait Coluche. Voilà, et c'est peut-être aussi quelque chose aujourd'hui qui, enfin, quand on jette un regard rétrospectif sur ce que ça a été que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à des moments donnés à cette idée-là. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, les gens qui promeuvent les droits de l'homme sont des gens qui, en même temps, nous colonisent ou sont en train de nous imposer des valeurs culturelles, hein, à nous, alors qu'ils n'en ont strictement aucune légitimité. Nous ne sommes pas pareils. Hein. C'est le fameux critique du relativisme par rapport à l'universalisme abstrait qu'on a dans les droits de l'homme. Hein. Ce qu'il y a de terrible avec les droits de l'homme, c'est que ça annonce énormément de choses, mais ça rend très très douloureux l'écart qu'il y a entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait. Voilà, hein, c'est absolument terrible, hein, parce que justement ça annonce d'une certaine manière la couleur. Voilà. Alors c'est un universalisme abstrait des droits
Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est censée être quelque chose qui naturellement, alors pour les gens qui ont fait un peu de sociologie, dès qu'ils entendent naturellement, d'emblée c'est culturel, à tous les coups ça marche cette affaire-là, hein, qui naturellement ferait que tout ça va de pair avec cette idée d'une logique du progressisme qui fait que, voilà, on va naturellement vers ça. C'est ce qui nous rend un peu aujourd'hui, un peu, me semble-t-il, sidérés ou un peu impuissants, c'est que putain, ça marche pas cette affaire-là, alors que ça devrait baigner, quoi. Hein, je veux dire, c'est super, quoi, les droits de l'homme. La liberté, l'égalité, la fraternité, tout ça, c'est. Eh bien non. Eh bien non, ça va pas de soi. Hein, ça va pas de soi parce que ça a eu pendant longtemps, effectivement, une volonté qui est une volonté d'imposition d'un certain nombre de choses que les gens ont vécues comme étant relativement intrusifs. Alors, encore une fois, je veux dire, on ne peut réfléchir à la question des droits de l'homme qu'en étant capable d'entendre aussi cette critique-là. Hein, il y a des tenants, entre guillemets, des droits de l'homme qui sont capables d'entendre ce genre de choses-là, et qui, de ce point de vue-là, ont certainement une conception des droits de l'homme qui est quasiment de l'ordre du religieux, hein, c'est-à-dire avec l'incapacité qu'il peut y avoir de se laisser interroger sur ce genre de choses-là et de faire fonctionner le raisonnement pour arriver à avancer, hein, à se mettre d'accord là-dessus. Il peut y avoir une conception qui est une conception fermée, surplombante des droits de l'homme, qui fait que c'est certainement une des pires des choses qui peut y arriver. Et puis ça heurte un certain nombre de choses, je l'ai évoqué, hein, qui est que ça pose d'emblée la question des rapports sociaux dans un contexte qui est un contexte de respect d'un certain nombre de règles, qui sont des règles négociées. Hein, ça fonde un cadre, des règles du jeu qui permettent aux gens de fabriquer de la loi dans une logique qui est une logique horizontale. Tout à l'heure, on parlait juste avant la séquence de la République et de la démocratie. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est forcément une connotation qui est une connotation démocratique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pose un certain nombre de principes et qui, à partir desquels, qui ne sont pas transcendants, hein, qui descendent pas de la verticale, qui serait donnée d'une religion. Hein, on connaît des pays dans lesquels la loi et la traduction directe ou la déclinaison directe dans le temporel d'un certain nombre de principes ou de règles on connaît les théocraties ou les choses comme ça qui se fondent sur la parole qui est la parole divine, qui descend d'en haut et qui n'est pas interprétable. Nous sommes, alors, dans nos sociétés à nous, ce qui fonde la loi, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Quand on regarde la hiérarchie des normes et des textes, hein, d'abord, en haut, il y a la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 89 dans notre Constitution à nous. Puis en dessous, il y a la Constitution, c'est-à-dire la déclinaison opérationnelle de ces principes généraux que sont les droits de l'homme, avec les valeurs. Le niveau des valeurs, c'est le niveau des droits. La Constitution, c'est la déclinaison en termes de règles du jeu social. Et en dessous, hein, il y a des lois. Hein, et en dessous des lois, il y a des règlements. En dessous des lois, il y a des circulaires. Et il y a un principe fondamental qui est de dire n'importe quel texte, où qu'il soit dans la hiérarchie qui est la hiérarchie des textes, doit être cohérent avec le texte premier, qui est celui, effectivement, de la Déclaration des droits de l'homme. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Hein, c'est ça, et la séparation des pouvoirs, c'est ce que M. Retailleau a des difficultés à supporter, hein, qui serait que on aurait un certain nombre de principes comme ça, qui sont des principes fondateurs sur lesquels nous fonctionnons ensemble, et qui s'imposeraient, y compris aux gens qui sont déjà désignés, élus.
M. Retailleau explique, et l'extrême droite nous explique que, à partir, et pas que, hein, quand on regarde ce qu'on appelle démocratie libérale, M. Orban en Hongrie, M. Trump aux États-Unis, en ce moment on en entend beaucoup, hein, qui fonde, ça a été évoqué dans l'introduction de cela, qui fonde la légitimité, pas tant sur le respect des droits, hein, des individus, que sur le rapport de force, c'est-à-dire plus il y a de monde, plus on est légitime. Or, justement, le principe du fonctionnement d'une démocratie avec les droits de l'homme, c'est pas de dire ça. C'est pas de dire la majorité a raison et impose ses règles du jeu à la minorité, mais c'est de dire on a un certain nombre de règles du jeu qui nous sont communes et on va négocier dans ce cadre-là un certain nombre de décisions qui vont, ce faisant, s'imposer, mais avec un niveau qui est un niveau d'appropriation conflictuelle négocié sur ce genre de choses-là. Voilà. Et je pense que il me semble, comme ça c'est une réflexion personnelle, cette manière de penser les choses, qui est une manière complexe, qui est une manière risquée, hein, est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à vivre que l'imposition d'un certain nombre de règles du jeu posées par la majorité, surtout quand on imagine qu'on est du côté du manche. Parce qu'en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours assez surprenant dans la démocratie libérale, c'est que, ou dans le modèle qui est le modèle compétitif sur lequel on est dans un rapport de force, c'est que ça fonctionne bien, parce qu'on imagine toujours qu'on est du côté des gagnants. Et c'est très difficile à imaginer d'être du côté qui est le côté des perdants, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées. Les droits de l'homme, c'est quelque chose de relativement ouvert, et dans lequel hein, on fait passer, et ça aussi c'est une façon de penser les choses qui rend la réalité un petit peu compliquée, le fonctionnement politique, qui est de dire ce qui prime c'est le droit hein, par rapport au devoir. Vous connaissez toujours cette fameuse histoire auquel j'ai droit régulièrement, qui est les droits c'est bien beau, votre histoire de droits de l'homme, tout ça c'est magnifique et tout, mais à quand les devoirs hein, à quand les devoirs, voilà. C'est un vieux débat celui-là, hein, c'est celui de 89 et de la Constituante qui est de dire, voilà, ils sont, en 89, ils se sont posé la question de savoir si à côté d'une déclaration des droits, il ne fallait pas une déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, voire une déclaration des droits hein, et des devoirs de l'homme et du citoyen, et à pas beaucoup d'ailleurs, hein, le vote a tranché en disant non, c'est des droits. Parce qu'en fin de compte, hein, notre règle du jeu à nous, notre fonctionnement en termes de droit, c'est le fait de dire d'abord il y a des droits, et de fait, il n'y a qu'un seul devoir, c'est de respecter les droits des autres. Hein, c'est ça le fondement de la déclaration de 89, de la DUDH de 48. Hein. Vous n'avez là-dedans quasiment aucun devoir. Et les devoirs qu'on peut avoir, c'est effectivement, c'est ce qu'on appelle une conception horizontale aussi, les rapports de force de ce point de vue-là. Hein, la démocratie dite illibérale est une société, est une organisation politique qui est sur le devoir. Et qui est d'ailleurs très souvent sur le devoir identitaire. Hein, c'est-à-dire, c'est parce que j'appartiens à tel groupe ou à telle communauté que je suis contraint d'appliquer un certain nombre de règles qui vont faire que par ailleurs j'aurai des réflexes qui sont des réflexes de solidarité. Alors, je ne veux pas être durkheimien, alors Durkheim il était au comité central de la Ligue des droits de l'homme, ça fait bien, voilà, c'est pas par hasard que c'est fondé sur ce genre de choses-là, c'est pas fondé sur le communautaire, hein. C'est pas fondé sur l'identité en tant que telle, c'est fondé sur la reconnaissance du droit individuel de l'autre, la question de l'identité, qu'elle soit religieuse, la question de l'identité, qu'elle soit culturelle, n'est qu'un attribut secondaire des gens. L'attribut principal des gens, c'est le fait qu'ils sont titulaires d'un certain nombre de droits inaliénables. Vous me suivez toujours ? Voilà. J'essaie, alors c'est un peu didactique, mais c'est pour savoir de quoi on parle. Voilà. Alors ça, on voit bien. Hein, alors, donc voilà, c'est tellement plus simple.
Hein, c'est tellement plus simple d'avoir et sécurisant de fonctionner avec quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de se fondre dans un groupe ou dans une entité, dans une collectivité qui va faire qu'on va d'une certaine manière acheter sa sécurité contre de la liberté. Et je pense que c'est ce qui est en train un petit peu de se passer en ce moment, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, les gens sont en train, parce que le monde est devenu quelque chose d'assez instable, parce que le progrès n'est pas automatique, parce que les choses ne sont pas aussi évidentes, parce que le capitalisme règne en maître. Voilà, il y a aussi tous ces éléments-là, autrement dit que l'avenir n'est pas radieux et que c'est la concurrence de tous avec tous, qu'on vienne d'une certaine manière se mettre à l'intérieur de l'identitaire, du communautaire, qui va faire qu'on est beaucoup moins libre, mais qu'on est protégé d'une certaine façon. Et par exemple, en France, un des éléments qui est un des éléments qu'on voit, qui est un élément majeur ces dernières années, qui est venu petit à petit saper l'état de droit, tout ce qu'a fondé les droits de l'homme, c'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés collectives, c'est le risque. C'est le risque, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la panique morale, diraient les sociologues américains, qui fait qu'on connaît bien, alors on a vécu tous ici, à l'âge qu'on a, cette période-là. Alors elle a été emblématique, nous on l'a vécu emblématique à la Ligue des droits de l'homme, c'est un fait divers, une médiatisation, une loi restrictive. Voilà. La peur, l'angoisse, érigée comme un paradigme qui est un paradigme du quotidien, qui fait que ce système compliqué qui est celui des droits de l'homme, dans lequel il y a de la prise de risque partagée, de la confiance réciproque à avoir entre nous, est complètement battu en brèche par cette tendance à effectivement limiter, encore une fois, la liberté, et pour acquérir ce qu'on appelle de la sécurité. Et on est bien quand même dans une société dans laquelle la parole dominante qui vient saper la question qui est la question de celle un peu de l'architecture des droits de l'homme, c'est voilà, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien. Méfions-nous des gens qui veulent notre bien, qu'on va petit à petit entamer, limer, border ce genre de choses. Alors, on parlait, si on veut parler du déplacé, on peut très rapidement, bien entendu, c'est d'une banalité à faire peur, en faire par exemple la description de cette affaire-là. Le déplacé, le migrant, c'est quelqu'un qui est forcément vient manger notre pain, qui est forcément quelqu'un qui n'est pas de notre culture, qui vient nous remplacer, qui est dangereux, qui est un terroriste, qui va faire que juin 2025, nous serons à la énième loi d'immigration en France qui va serrer les boulons par rapport à des immigrés qui sont des gens qui effectivement sont en train de venir sur notre territoire porter atteinte à notre culture, à nos règles du jeu ou des choses comme ça. Or, les droits de l'homme, c'est d'une certaine manière prendre le risque individuellement et collectivement de prendre des risques qui sont des risques de l'ouverture ou des choses comme ça sur le principe qui est le principe des droits. Je rappelle l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors tenez-vous à la chaise quand même. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 1948. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Voilà. C'est pour mesurer, ça nous permet de mesurer 1948, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu ce que c'était effectivement que l'enfermement identitaire, on a vu ce que c'était que les gens à qui on a levé tous les droits, on a vu ce que c'était que des réfugiés ou des gens qui quittaient des pays au risque de leur vie ou des choses comme ça. Et on était dans une société qui est une société qui avait confiance en son avenir, on sort quelque chose comme ça. Aujourd'hui, quand on lit ça,
se dit, mais ils étaient d'une naïveté. Ça fait, vous vous rendez compte, hein? Ça, c'est au passage, c'est un texte qui est un des fondements du droit international. Quand on regarde la trajectoire qu'il y a pu y avoir, qu'est-ce qui vous a amené à ce genre de choses-là, si ce n'est, effectivement, d'une certaine façon, à la fois quelque chose de l'ordre d'un développement d'une société absolument inégalitaire, exploitant les gens, dans lequel on est dans une logique qui est une logique de concurrence, mais aussi, effectivement, dans l'incapacité qu'on peut avoir à un moment donné de prendre du risque ou d'être dans quelque chose de l'ordre de la confiance dans l'autre. Voilà. Je vais terminer. J'en suis à peu près à demi-heure. Je m'étais donné à peu près ça. Juste dire que bon, c'est vrai qu'il y aurait de quoi être déprimé. C'est un petit peu crépusculaire ce qu'on est en train de vivre, mais je crois que la dépression est un luxe qu'on ne peut pas se payer, ni individuellement, ni collectivement, ni politiquement. Je veux dire, on ne peut pas se payer ce luxe-là. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Les droits de l'homme, c'est forcément quelque chose sur lequel il faut qu'on s'appuie pour qu'on continue à avancer, parce que sinon, alors, à une époque, un célèbre auteur allemand disait socialisme ou barbarie. Aujourd'hui, on peut se poser la question, alors on va paraphraser, si on n'est pas dans cette configuration-là, dans laquelle, et c'est vrai que c'est inquiétant, les bruits de bottes, les génocides, les massacres, quels qu'ils soient, de tous bords, et qui n'ont aucune justification, quelle qu'elle soit, voilà, nous amène un petit peu à désespérer de ce genre de choses et de se dire que c'est foutu. Mais encore une fois, alors pour autant que nous soyons en capacité, et ce serait un autre débat, il faudrait du temps pour d'avoir une approche qui est une approche pas globalisante, surplombante, totalisante des droits de l'homme, qui serait celle que notre manière à nous de penser la société qu'on imposerait aux autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité de dialogue avec les autres. C'est vrai qu'historiquement, les droits de l'homme, c'est quelque chose qui a été construit par les pays qui sont les pays européens ou les pays occidentaux. Et il y a certainement tout un débat à avoir. Et c'est un débat... alors, il y a d'abord une question. Alors, non seulement... il ne faut pas les lâcher, mais en plus ça va être d'autant plus compliqué qu'on est confronté à d'autres questions concernant les droits. On connaît les droits civils et politiques, on connaît les droits économiques, socio-culturels, les droits environnementaux, des phénomènes liés à la question qui est la question de l'information, des données, de la liberté individuelle, de la capacité à pouvoir, un niveau d'intimité, etc., etc. On est confronté aujourd'hui en plus à une nécessaire créativité concernant la création de droits, de textes, de réflexions, des choses comme ça, et ce n'est qu'au prix de l'engagement individuel et collectif à continuer à fonctionner dans cette logique-là, qui est celle de l'état de droit, de celle d'un certain nombre de principes d'égalité ou de liberté, qu'on pourra effectivement arriver à pas rentrer dans une société qui est une société, alors nationalement et internationalement, dans laquelle nous ne... moi je sais pas vous, moi j'ai pas trop envie d'entrer, quoi. Je veux dire, ça nécessite forcément, effectivement, le fait que qu'il faut continuer, voire à nouveau se réengager dans ce genre de choses, dans un contexte en plus. Alors, une note personnelle, et je terminerai là-dessus, dans un contexte, y compris dans un paysage politique très compliqué, dans lequel nous sommes confrontés à 3 crises fondamentales. La crise des idéologies, on vient de le voir, les valeurs, les droits de l'homme, choses comme ça. La crise des institutions, mais pas que les institutions d'État, les partis politiques, les syndicats. Aujourd'hui, là aussi, les droits de l'homme ont tenu parce que il y avait une organisation politique qui permettait de tenir ces choses-là.
Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si la question des droits de l'homme est quelque chose de fondamental à l'intérieur des organisations politiques dont le but essentiel est quand même de prendre le pouvoir, et y compris des formes d'action. Aujourd'hui, on est confronté à une crise des modalités d'action. Pour défendre ses droits, on peut être 2 millions dans la rue et les perdre. Voilà. Et pourtant, on sait que la violence tous azimuts n'est pas une solution. Voilà. On est vraiment confronté, alors on est mal tombé, alors nous en plus on commence à avoir notre avenir derrière nous, mais les petits jeunes ils sont mal tombés par rapport à ce contexte qui est un contexte compliqué. Note d'optimisme, je termine, ils sont mal tombés, mais alors je ne suis pas qu'un philosophe de l'homme, mais je suis un militant, voilà, moi je rencontre la question des droits de l'homme, paradoxalement, est quelque chose qui parle aux jeunes. Je veux dire, quand on rencontre toute une génération qui se mobilise contre les grands projets inutiles, vous voyez ce que je veux dire? On n'en a pas loin d'ici ou des choses comme ça. Et quand on discute avec ces gens-là, ils parlent de droits de l'homme. Ils parlent de droits de la nature aussi. Et eux ont commencé aussi à réfléchir sur les nouveaux droits, les nouvelles configurations. Et autrement dit, il ne faut pas forcément se laisser happer par le côté un peu crépusculaire du contexte dans lequel on est. Cette question des droits, elle travaille dans la société. Il y a plein de groupes sociaux qui se mobilisent sur la question qui est la question de leurs droits. Ils redécouvrent, je termine en boucle avec ce que je disais au début, que les droits de l'homme, ça n'est jamais acquis. Et que ça va de pair avec l'engagement et la citoyenneté. Merci. Alors, il y a trois questions. Sur la question sur les droits humains, les droits de la personne humaine, etc., etc., il y a un débat. Il y a un débat qui a été tranché au dernier congrès, qui a été tranché. Et on a un congrès tous les 2 ans, donc c'est un débat récurrent qui, en gros, il y a même eu un vote, etc., etc. La Ligue des droits de l'homme continue à s'appeler la Ligue des droits de l'homme. Et c'est un choix qui a été fait par les militantes et les militants, pour des raisons, alors bon, on pourra prendre un moment pour en parler, voilà, mais, et de dire d'ailleurs que continue à s'appeler la Ligue des droits de l'homme, elle mettra en avant d'ailleurs le sigle LDH plutôt que les droits de l'homme, et dans les écrits essayer d'avoir une manière plus inclusive, puisqu'on parlait d'inclusivité, de s'exprimer de manière à ce que voilà, les choses puissent paraître être moins choquantes. Voilà, c'est... je crois que bon, le débat, alors c'est, je pense que le fond du débat qu'il y a eu, ça a été de dire la question du droit des femmes, ce qui est important, c'est la pratique, c'est pas l'annonce dans un titre. Voilà, mais ça a été, voilà. Et alors droits humains, mais pourquoi pas droits féminins? Parce que droits humains, c'est les droits de l'homme. Enfin, je veux dire, on est dans des contorsions sémantiques pour le coup dont on ne se sort pas de ce point de vue-là. Le choix qu'on a fait à l'intérieur, ça a été de dire bon, allons sur le fond et sur la forme. Ce qui nous intéresse, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, et c'est pas l'humain comme adjectif, c'est l'homme comme substantif, et l'homme au sens générique. C'est pas les droits, on n'est pas une association de droits, on est une association politique. Ça a été réaffirmé, c'est vieux comme une histoire, à la différence d'un certain nombre d'associations de défense des droits qui sont des associations de juristes. Quand on est dans la Fédération internationale des droits de l'homme, qui s'appelle la Fédération internationale des droits humains, mais la différence qu'il peut y avoir avec, par exemple, la LDH et bon nombre de ligues des droits humains, ou alors, suivant les pays, en plus il y a la question de la langue là-dedans, qui, voilà, sont des associations qui sont des associations de juristes, des avocats, ou des choses comme ça. Le choix
de la LDH, ça a toujours été de dire, on fait un choix qui est un choix. Mais voilà, c'est une caractéristique, on fait le choix pas de juristes, au sens des hommes de loi, mais des citoyens, c'est pour ça que c'est la défense sur les droits, mais des citoyens. Et ce qui nous importe, c'est les valeurs portées effectivement par la déclaration. Sur la deuxième question, sur la volonté de parler telle qu'on peut là, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer à la fin de mon propos, là, en disant que c'est vrai que moi, de temps en temps, j'ai envie de me dire, mais tu devrais arrêter d'écouter la radio, de regarder la télé, parce que tu vas sauter par la fenêtre, quoi. Hein, je veux dire, toi-même, pourtant, je suis de naturel plutôt optimiste, un peu hyperactif, voilà, et qui fait que mais c'est absolument déprimant. Et c'est sûr que moi, j'ai constaté que pour autant que les gens soit dans des conditions qui sont des conditions particulières, on va retrouver quelque chose de l'ordre du dialogue. Alors, bien sûr, ça a à voir aussi avec la crise des modalités d'action. Peut-être que le discours lui-même et la manière de dire les choses, il faut qu'on y travaille dessus pour, d'une certaine manière, aller au-delà de l'usure du langage, de l'idéologie, du discours politique habituel, qui fait qu'à un moment donné, ça tourne à vide cette affaire-là. Mais ça reste à inventer, c'est devant nous. Ce que je pense vraiment, une des... Bon, c'est banal, mais ça, on n'est pas, après tout, pourquoi pas, on n'est pas une banalité près. Je pense qu'on est dans une génération dans laquelle nous avions confiance dans l'avenir et l'idéologie dans laquelle on était prise nous permettait d'attendre un lendemain qui allait forcément venir. Voilà. Et que ça permet d'être patient et de supporter un certain nombre de choses. Il me semble... Quand je rencontre des gens qui sont dans la lutte, pour dire, c'est pas ce que j'appelle la citoyenneté, l'engagement politique, on va dire, voilà, comme ça, ils sont en train de redécouvrir que l'action détermine la manière de penser. C'est quand on lutte, hein, c'est parce qu'on lutte qu'on pense différemment, et pas forcément on lutte parce qu'on pense différemment. Hein, voilà. Et que vraiment il y a à chercher, et nous, par exemple, on réfléchit beaucoup sur ces questions-là du... Comment on va trouver des modalités de dialogue, d'action, de rencontre différentes des modalités habituelles. Je m'explique. Nous sommes extrêmement inquiets, comme vous ici, j'imagine, par l'eupénisation des esprits qui se traduit par les votes Rassemblement national aux élections. Hein, mais vient la eupénisation des esprits a produit le vote du Rassemblement national. La eupénisation des esprits, ça fait un moment qu'elle existe. Hein. Le vote n'est que la réalisation concrète de quelque chose qui est porté par des tas de gens, y compris à gauche, avec des discours qui sont entre guillemets de gauche et qui ont participarité produit de l'idéologie, le pénisme, toutes les choses comme ça. La question qu'on se pose, c'est premier truc, c'est de se dire, il faut qu'on aille rencontrer les gens pour qu'ils arrêtent de penser de manière complètement déconnante avec ça, quoi. Parce qu'on entend parler, les gens se disent, putain, mais il n'est pas si con que ça, quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il a la trouille, mais voilà. Mais, quelle forme? Mais si on y va sur le discours qui est le discours, entre guillemets, normé, habituel, des choses comme ça, moi je l'ai fait, je veux dire, on reballe vite fait, bien fait. On est hors jeu. On est hors jeu. Aux législatives, nous sommes allés, ça faisait longtemps que la Ligue des droits de l'homme n'était pas allée distribuer des tracts. Nous sommes allés distribuer des tracts. Je trouve que c'est un bon indicateur. Et à l'entrée des métros, c'est pas trop la Ligue des droits de l'homme, c'est quand même plutôt un télo, machin truc et tout. Mais ça y va des fois quand même, ça y va. Là on y est allé, on y est allé parce que voilà. Moi j'ai constaté deux choses. Première des choses, c'est que les gens prenaient les tracts de la Ligue des droits de l'homme et pas seuls les partis politiques. À côté, on distribue à côté, à la sortie du métro. Voilà, Ligue des droits de l'homme. Alors, c'est pas parce qu'on est super les Ligue des droits de l'homme, c'est parce que les gens n'étaient pas habitués à nous voir et que, bon, droits de l'homme quand même. Hein, voilà, ça parle. Hein, le discours, le tract politique,
Enfin, ici, il y avait des gens qui le prenaient, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient besoin de le lire, ils le connaissaient déjà, peut-être. Hein, mais par contre, ce genre de choses-là, voilà. Et que c'était, il fallait trouver des registres de dialogue ou des choses comme ça qui étaient en dehors du dialogue qui est le dialogue habituel. Donc effectivement, on a aussi à réinventer ce genre de choses, à réenchanter un peu la rencontre, etc. etc. C'est vrai. C'est ce qu'ils font, hein, je veux dire, quand vous allez à la 69, à la ZAD, voilà, c'est vrai que il faut aussi que la manière de militer, dans ce qu'elle a, dans sa manière de faire, elle préfigure ce qu'on vise. Et ça, c'est vrai qu'il y a des générations pour lesquelles ces choses-là, on acceptait des choses sur le moment parce qu'on se disait que de toute façon, c'était pour la bonne cause. Ça, c'est réglé. Alors, sur les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, c'est sur la question. Il n'y a aucun pays qui respecte intégralement les droits de l'homme, c'est pour ça qu'il faut se battre. Il n'y en a pas. Alors, il y a des... Et ça, je pense que c'est quelque chose, entre guillemets, qui est une représentation des droits de l'homme qui nous met en difficulté. Il n'y a pas de pays, et alors, pourquoi? Alors, nous particulièrement, parce qu'en plus, on se parfume du fait que nous serions le pays des droits de l'homme, alors que nous sommes le pays d'une déclaration des droits de l'homme, voilà, hein, et qui ferait qu'on serait, comment dire, consubstantiellement un pays qui, bien entendu, respecte les droits de l'homme. La France est un pays qui s'est assis sur les droits de l'homme tout en ayant déclaré les droits de l'homme et du citoyen en 1789. Et ça ne fonctionne, encore une fois, que parce que les citoyennes et les citoyens se mobilisent individuellement et collectivement pour que ces droits-là sont respectés. Il y en a. Et cette idée de dire il y a des pays qui respectent les droits de l'homme, c'est terrible. Non, il n'y en a pas. Il y en a qui respectent beaucoup moins que d'autres. Il y a des tyrannies, il y a des théocraties, il y a des choses comme ça, hein, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis, il faut en permanence, et tout le temps, moi je fais partie des gens qui pensent, et tout le temps, il faut y compris qu'à des moments donnés, à l'école primaire, un certain nombre d'enfants rappellent certains enseignants au principe des droits de l'homme, parce que des fois, quand on est dans une position surplombante, c'est tellement facile, c'est tellement entre guillemets naturel. Alors vous avez vu sur l'histoire du naturel, voilà, c'est vraiment un combat qui est un combat permanent. C'est pour ça que c'est fatigant, c'est pour ça que c'est compliqué, mais voilà. Ça vaut le coup. Oui, alors, alors en remontant, donc, oui, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer en disant que ça allait de pair avec l'idée de progrès ou de progressisme qui va aussi de pair avec l'idée de technique, sans faire du élu, mais le progrès et la science n'amènent pas que du bon. Et la technique n'amène pas que du bon, et il n'y a pas une espèce de cohérence qui ferait que la démocratie, alors hein, même y compris, il y a des espèces comme ça de systèmes de représentation qui font que les choses vont ensemble et qui font qu'on est assez stable. Le marché, la technique et les droits de l'homme, tout ça, ça amène au progrès. Et si ça ne veut pas amener au progrès, moi je vous fais la guerre et vous allez voir, je vais vous imposer ce genre de choses-là. Or, effectivement, le fait de Tchernobyl, quoi. Enfin, je veux dire, les catastrophes qui sont des catastrophes technologiques sont des choses qui effectivement font monter le niveau d'angoisse. Et on sait très très bien que ça a été évoqué tout à l'heure là aussi, hein, on va se réfugier dans un certain nombre d'autres choses. Par exemple, le refus de la raison, le refus de la science par déception ou par crainte des échecs qui sont des échecs techniques et technologiques, font basculer à des moments donnés dans des modes de pensée qui sont des modes de pensée qui sont contradictoires avec cette question des droits de l'homme et qui, encore une fois, est quelque chose qui renvoie le fait d'accepter les risques en les partageant, en les socialisant. Je pense que ça a à voir, effectivement, cette affaire-là. Alors, il faudrait développer sur y compris le complotisme, ces espèces aujourd'hui de...
y compris de dérives, alors, il faut faire hyper gaffe, de groupes sociaux fermés, de sectes qui refusent un certain nombre de choses et qui sont sur l'enfermement du collectif, qui est le collectif qui, d'une certaine manière, garantit la sécurité de ses membres. Voilà. Or les droits de l'homme, c'est pas l'individu soumis à la norme qui est la norme du collectif, et c'est le principe qui est le principe de liberté avec le principe d'égalité. Faudrait avoir un peu de temps pour développer ça. Sur la question qui est la question de la Ligue des droits de l'homme ou les autres organisations, elles font ce que n'importe quel citoyen peut faire dans l'état de droit, c'est-à-dire qu'on va... et on le fait, mais et on n'est pas que nous à le faire, mais il y a les saisines du Conseil constitutionnel, par exemple. Ah oui, mais ça, il y a des... Alors, le Conseil constitutionnel ne brille pas par son courage politique. On va le dire comme ça. Mais de temps en temps, quand c'est trop énorme, ça ne passe pas. Pour des raisons qui sont des raisons, des fois, pas très courageuses politiquement. Je rappelle que la dernière loi immigration, il y a une bonne partie, le tiers des articles de la loi immigration, pour des raisons qui étaient des raisons de forme, qui ont été retoqués par le Conseil, qui était le Conseil constitutionnel, qui a été saisi par... Voilà, en plus, c'est Sarkozy qui a permis qu'on puisse saisir le Conseil constitutionnel de manière plus simple. Autrement dit, on n'est pas complètement impuissant, on n'est pas en Hongrie, soyons clairs là aussi, on n'est pas dans des dictatures dans lesquelles les gens... C'est vrai que c'est difficile et que ça demande de la conflictualité, ça demande de la mobilisation. Et oui, mais ça je ne peux que renvoyer au fait que sans engagement, il n'y a pas de droit. Voilà, c'est ça. Alors, et le risque serait d'aller, la fameuse, la phrase de Retailleau sur l'état de droit, il n'y a pas que ça dans la vie, et il y a la volonté populaire aussi, qui ferait que là, pour le coup, le politique, parce qu'il a la légitimité du suffrage universel, s'assoit sur le droit qui ne s'impose plus à lui-même, c'est du Trump, ça aussi, voilà. On basculerait pour le coup dans un autre registre qui est effectivement, voilà, on n'y est pas. Mais soyons clairs, c'est jamais acquis cette affaire-là. La tendance de tout pouvoir est d'abuser du pouvoir. Voilà. Et le rôle des citoyens, des engagés, c'est effectivement, individuellement et collectivement, de se battre contre ce genre de choses-là. Mais voilà, et nous on râle parce que, alors, on peut faire ça à l'échelle nationale, on peut faire ça à l'échelle européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est galère, ça coûte du fric, ça prend du temps, mais ça fonctionne encore, ce genre de choses-là. La question, c'est construire toujours du contre-pouvoir par rapport au pouvoir, pour que de ce point de vue-là, ça s'équilibre. Par rapport à l'intervention sur ce qui se passe à Gaza, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement mortifère pour les droits de l'homme. Au-delà de là, en fait. Je ne sais pas comment le nommer. Je veux dire, voilà, c'est la bataille des mots, le génocide, le crime contre l'humanité. Je veux dire, c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable au sens il ne faut pas le supporter. Mais ce qui est en train de se passer de manière absolument terrible, moi j'ai des débats en tant que membre de la LDH avec des gens qui sont en train de faire passer ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient comme la bataille d'un pays pointe avancée de la démocratie et des droits contre le totalitarisme, voire l'intégrisme islamiste, mettons des mots sur ce genre de choses-là, et qui, d'une certaine manière, sont en train de retourner complètement la question qui est la question de la démocratie et du droit, pour s'en servir, et qui fait d'ailleurs que, quand on n'est pas d'accord avec ça, on se fait très rapidement traiter d'antisémite. Ce qui, moi, ne m'indigne même plus, ça me fait rigoler. Moi, 1898, l'affaire Dreyfus, je me tape le cul par terre, antisémite. Moi, je veux bien qu'on nous traite d'antisémite, je veux dire, à tout bout de champ. Voilà. Ça, je pense que c'est aujourd'hui, ça, c'est extrêmement dangereux. Et il y a des gens avec qui je discute qui me disent, mais Israël, c'est le poste avancé de la démocratie. Alors,
démocratie, droits de l'homme, marché. Vous voyez, vous vous rappelez le système là que je vous ai foutu, le marché, les droits de l'homme, voilà, etc., etc. Voilà. Ça, et il résiste parce que s'il lâche, vous allez voir le remplacement, c'est comme, alors là aussi, on pourrait tirer le fil sur cet ensemble de choses-là. Ça, je pense que c'est... Il faut y être extrêmement vigilant à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que de la même manière que je pense qu'il ne faut être sans aucune complaisance avec qui que ce soit dans l'équipe d'en face, je veux dire, un certain nombre de pouvoirs arabes qui ne sont vraiment pas et qui... Voilà, mais qui ne justifie en rien le fait que, voilà, on aurait en face la démocratie contre la dictature. Voilà. Je sais pas. Oui, on va terminer là, c'est ça. Oui, juste peut-être, à bout de conclusion, peut-être que un des plus gros dangers auxquels on est confronté, c'est ce qui vient d'être dit qui m'y fait penser, c'est l'essentialisme. C'est au nom de la culture. Il y aurait la culture des droits de l'homme qui ne serait pas compatible avec d'autres cultures, l'harmonie orientale ou la culture islamiste ou des choses comme ça. Et alors, il se trouve, comme j'ai usé mes fautes de culotte dans une autre institution d'ethnologie, j'ai fait des études d'ethnologie. Et au début, je pensais que la culture, c'était quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on était... On était dans une culture, et de manière quasiment hermétique, on vivait avec des valeurs qui étaient quasiment intemporelles, et qui constituaient une collectivité, une ethnie ou un truc comme ça. Bref, j'exotisais tout ce qui était possible et imaginable pour le rendre un petit peu homogène, et c'est un peu ça qui se passe. Il y aurait, voilà, attention à eux parce qu'ils ne sont pas de notre culture, et c'est le fameux discours du grand remplacement ou des choses comme ça, comme si les gens étaient dans une culture hermétique, fermée à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit, comme si nous-mêmes étions dans un monde qui est un monde complètement imperméable aux valeurs, aux choses qui circulent, aux gens qui circulent. C'est de la foutaise, cette affaire-là. Il y aurait des populations qui ne seraient pas faites pour les droits de l'homme parce que culturellement, elles seraient autrement. On l'a vu au niveau des instances internationales, la Chine. Alors, que du beau linge au niveau du respect des droits des gens. Effectivement, la Chine qui explique que les droits de l'homme, ce sont des valeurs qui sont des valeurs qui mettent d'une certaine manière un petit peu le bordel par rapport aux valeurs orientales qui sont des valeurs de l'harmonie. On connaît ce genre de truc-là. Pourquoi ? Parce que, comme tu dis, les droits de l'homme, c'est conflictuel. C'est quelque chose dans lequel on négocie, etc., etc. On déhiérarchise les choses, on dit que l'égalité, la liberté, tout le tremblement. Voilà. Et les sociétés orientales, bien entendu, à l'écart de cette peste des droits de l'homme, seraient complètement homogènes et hermétiques à ce genre de choses, de la même manière que ce serait contraire aux valeurs religieuses de telle ou telle religion. Je pense que c'est, pour le coup, alors tout à l'heure on parlait de naïveté, un truc comme ça, la naïveté elle est là, c'est une naïveté extrêmement dangereuse, pathogène celle-là, qui est celle de penser que les gens sont constitués comme ça dans des grandes catégories essentielles, fixistes, c'est-à-dire qui ne bougent pas, ou des trucs comme ça. Non, on est dans du flux. Je reviens sur la question qui est la question de l'immigré, de l'étranger ou des choses comme ça. On est dans des sociétés qui sont des sociétés de flux dans lesquelles, effectivement, de manière inégale, circulent des valeurs culturelles et qu'on est fabriqué de ce genre de choses-là, d'identités qui sont des identités plurielles et qu'il faut fabriquer collectivement. Voilà. Exactement. Merci.